peut-être pour vous donner un petit peu de background sur le sujet. Donc, moi, j'ai commencé à coder quand j'avais 10 ans et j'ai été entrepreneur toute ma vie. J'ai jamais bossé pour quelqu'un. Et j'ai deux sujets qui m'ont toujours passionné. Un qui est l'intelligence artificielle et l'autre qui est la vie privée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dès qu'on commence à manipuler des données, les questions de vie privée, elles deviennent absolument centrales. Et toute ma vie d'entrepreneur, toute ma carrière d'entrepreneur, je l'ai toujours faite autour de ça. Donc j'avais une start-up pendant quelques années qui s'appelait Snips, qu'on a vendue il n'y a pas longtemps. Et là, je suis en train de monter une nouvelle start-up dans le chiffrement. Et l'idée aujourd'hui, c'est que je voulais vous parler un petit peu de privacy. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses que les gens ne comprennent pas trop. Et peut-être d'ailleurs, si ça vous va, on va faire une petite expérience. Je suis désolé, je vais faire un peu comme ça. Qui ici s'est déjà dit qu'il avait rien à cacher? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ouais, est-ce que vous avez entendu des gens autour de vous, j'en sais rien, moi, vos parents, vous dire non mais moi la vie privée, j'en ai rien à faire, de toute façon, j'ai rien à cacher? Ouais, on est d'accord. Je vous propose une petite expérience. Sortez vos téléphones. Ça marche que si tout le monde le fait. Hein. Sortez vos téléphones et ouvrez la dernière conversation que vous avez eue. L'application, c'est pas important. N'importe quelle conversation que vous avez eue, la dernière que vous avez ouverte. Ok? C'est bon? Ok. Maintenant, passez votre téléphone à votre voisin. Allez, allez. C'est pas grave si vous le connaissez pas, c'est tout le principe. Hein? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir de faire ça? Quelqu'un a une émotion. Vous avez ressenti quelque chose en le faisant ou pas? Bon, il y en a que ça a fait marrer. Un malaise. Pourquoi? Parce que ça te regarde. Ah, en fait, ça t'a mis mal à l'aise de voir son téléphone, pas de donner le tien. D'accord, et c'est intéressant. Et ben, en fait, il y a un petit peu cette espèce de côté un peu genre ah, si j'avais su, peut-être que j'aurais pas ouvert cette conversation ou peut-être que je sais pas. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous donnez vos informations à une entreprise. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer derrière. Vous ne connaissez pas la personne qui va regarder potentiellement ces datas. Et pourtant, on n'a pas du tout cette sensation d'être mal à l'aise quand on clique oui sur ces terms and conditions sans les lire, alors que là, on voit très bien que quand on fait l'expérience face à quelqu'un, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, ça montre aussi quelque chose d'autre. Je vous ai juste dit de passer votre téléphone à votre voisin. J'ai jamais dit au voisin de regarder ce qu'il y avait dedans. Et pourtant, tout le monde l'a fait. Il y a quelque chose d'inhérent, en fait, je pense, dans le côté humain, que quand on sait qu'on peut avoir accès à certaines données, on a tendance, en fait, à en abuser. Et donc, pour moi, ça, c'est un problème qui ne va faire que s'empirer, finalement. Parce que quand on regarde la digitalisation du monde, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les abus autour des données, elles ne font qu'augmenter. Mais le privacy, c'est un petit peu mélangé de plein de choses différentes dernièrement. Et je pense qu'il est important de distinguer deux choses. On a d'un côté, comment est-ce que les entreprises utilisent les données? Ça, pour moi, ce sont des problèmes d'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est acceptable ou pas acceptable de faire avec nos données personnelles? Et de l'autre côté, on a les problèmes de privacy, c'est-à-dire d'accès à la data. Qui accède à ma data? À qui est-ce que je donne accès à ma data? Et quand on sépare ces deux choses-là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment deux familles de problèmes. Donc, d'un point de vue éthique, le problème principal, en fait, finalement, c'est que, à fur et à mesure qu'on va donner de la data à une entreprise, ça devient un peu... Ah, mais on voit pas mes slides depuis tout à l'heure. Bon, ça marche plus, hein? C'est pas grave. En fait, imaginez-vous un petit peu un puzzle. Quand vous faites un puzzle ou un puzzle, je sais pas comment on dit, au début, il y a toutes les pièces qui sont éparpillées. Vous savez pas vraiment ce qu'il y a dans le puzzle. On est d'accord? Vous regardez, vous voyez pas vraiment l'image. Mais en fait, à chaque fois que vous rajoutez une pièce, l'image devient de plus en plus claire. Et au bout d'un moment, vous avez réussi en fait à voir véritablement ce que ce puzzle représente. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir nos données personnelles avec nos profils sur Internet. À chaque fois que vous contribuez de la data sur vous, vous augmentez en fait la résolution de ce puzzle jusqu'à un point où finalement on sait absolument tout de vous. Et donc, ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet par exemple de personnaliser les services. C'est très important de personnaliser les services. Quand on parle par exemple de médecine, on sait très bien que la médecine personnalisée marche tout simplement mieux que la médecine un petit peu pareil pour tout le monde. Donc il y a des vrais avantages en fait à donner ces informations. Les gens s'en servent aussi pour la publicité. Alors on peut aimer ou détester, mais au final on a peut-être pas tous, mais enfin moi ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs, donc comme quoi ça peut marcher. Sauf que très rapidement les entreprises en fait ont appris à détourner ces utilisations. Donc c'est arrivé avec Cambridge Analytica. Je pense que vous avez tous vu le documentaire sur Netflix. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cambridge Analytica, ils ont tout simplement détourné la plateforme d'advertising de Facebook en utilisant les mêmes techniques
de profiling, mais pour manipuler les intentions de vote des gens. Et donc là, les gens commençaient à se dire, ah ouais, d'accord, ok, en fait, effectivement, il fallait peut-être qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on devrait autoriser les gens à faire avec notre technologie. Il y a un autre gros problème, en fait. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Il s'avère qu'il y a une relation assez forte entre l'activité des gens sur les réseaux sociaux et la diversité de contenus auxquels ils sont exposés. En gros, ce qu'on voit ici, c'est que plus quelqu'un est actif sur un réseau social, plus il clique et il like et ainsi de suite, moins il va voir de sources différentes de contenu. C'est surprenant quand même, et on se demandait pourquoi est-ce que ça fait ça. En fait, ça fait ça parce que les algorithmes de recommandation, c'est un petit peu comme des tourbillons. Une fois qu'on tombe à l'intérieur, plus on les fournit en fait en data, plus on va finir au fond du tourbillon, et à la fin, finalement, il n'y a rien d'autre que l'espèce de mini-monde dans lequel on a l'habitude de cliquer. Et ça, c'est un énorme, énorme, énorme problème, parce qu'on sait aussi que l'innovation vient de la diversité. Il y a tout un tas d'études qui ont montré que les entreprises, les équipes, les gens qui ont le plus de diversité dans leur réseau, dans les choses auxquelles ils sont exposés, qui lisent beaucoup de choses différentes, qui regardent beaucoup de choses différentes, sont en général plus innovants. C'est-à-dire qu'ils sont capables en fait, d'inventer des nouvelles choses qui marchent beaucoup mieux. Ils ont fait une étude dans une entreprise il n'y a pas longtemps. Ils ont montré que les entreprises qui ont au moins 30% de femmes dans leur comité exécutif gagnent en général 20% plus d'argent par nouveau produit qu'ils lancent. Donc ça, c'est un fait. Sauf que si jamais on enferme les gens dans leur petite bulle, ben finalement, on les prive de cette capacité d'innovation parce qu'on les prive de diversité auxquelles ils sont exposés. Donc pour moi, il y a une relation directe entre le fait que les gens utilisent des plateformes ultra personnalisées et le fait que, honnêtement, ils deviennent bêtes. Donc il y a un autre souci, en fait. Et il faut un petit peu le voir comme de la pâte à modeler. Donc vous savez, quand vous avez de la pâte à modeler, il y a différentes couleurs. Imaginez que je vous donne que de la pâte à modeler rouge et je vous dis, bah voilà, ça c'est la technologie. Et que je vous dis, bah faites-moi un truc avec la pâte à modeler. Bah vous avez du rouge, vous avez du rouge, vous avez du rouge. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un truc qui est rouge. Dans votre monde, en fait, il n'y a rien d'autre qui existe que cette couleur-là parce que je ne vous ai pas donné accès à autre chose. Mais si maintenant, d'un coup, je vous donnais autre chose, je vous donnais, disons, du rouge pour la technologie, du vert pour de l'art et du bleu pour du business. Maintenant, je vous ai donné 3 choses différentes auxquelles vous êtes exposés. Bon, déjà, c'est plus intéressant, vous pouvez faire 3 fois plus de choses. Mais en fait, en mélangeant ces couleurs de différentes façons, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Bah, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, ces 3 couleurs, elles représentent toutes les couleurs qui existent. En les mélangeant, vous pouvez recréer n'importe quoi. Vous avez littéralement inventé quelque chose de nouveau qui n'existait pas dans l'état dans lequel on les a donnés. Et c'est vraiment de là que vient l'innovation. C'est cette capacité à faire des ponts entre des choses qui, a priori, n'avaient aucun rapport. Et donc, si jamais je ne vous montrais qu'une seule de ces choses-là, je vous empêche, en fait, véritablement d'inventer quelque chose. Une application de ça, c'est les recommandations. Je veux dire, moi, à force de lire des livres sur l'intelligence artificielle, ok, bon, bah, peut-être que je deviens plus un expert, mais finalement, ça n'ouvre pas le champ de ce que je suis capable d'imaginer. Alors que si jamais on m'avait montré des livres sur l'art et le business en parallèle, j'aurais peut-être pu commencer à imaginer comment combiner ces différents domaines pour faire quelque chose que personne n'avait fait avant. Et donc la solution à ça, c'est quoi? En fait, en réalité, il n'y en a pas 50. Il n'y a aucune solution technique à empêcher les entreprises de nous enfermer dans notre propre trou. Les seules solutions qui existent sont des solutions qui sont plutôt soft, c'est-à-dire soit le marché décide que c'est plus profitable aux entreprises de créer la diversité, ou soit on a des réglementations comme le GDPR qui forcent les entreprises à avoir certaines contraintes. Et donc c'est très 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 important de prendre ça en considération. Si on n'a pas des réglementations qui poussent dans le bon sens, on ne va faire qu'empirer le problème qu'on est déjà tous en train de vivre aujourd'hui sur le numérique. Donc pour parler un petit peu de privacy maintenant, bon, les typos ne sont pas très bonnes. Donc la question de privacy, c'est la question d'accès à la data. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les 15-20 dernières années, la quantité de données qui ont été volées a augmenté de manière exponentielle. On est passé de quelque chose d'anecdotique à des dizaines de milliards de données qui ont été volées. C'est véritablement flippant. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un scandale d'une entreprise qui s'est fait hacker avec les données qui sont maintenant sur Internet. Il y a quelques mois, j'ai téléchargé une base de données avec les informations, les emails, les mots de passe dans certains cas de 800 millions de personnes. Je n'ai même pas cherché à payer pour ça. J'ai réussi à le télécharger sur BitTorrent. Enfin, c'est quand même incroyable quand on y pense qu'on est arrivé en fait à un niveau où on a tellement peu de sécurité que toutes les informations qu'on donne finissent par se faire pirater. Et pourquoi est-ce que ça arrive? En fait, il faut comprendre la mentalité d'un hacker aujourd'hui. Le business model principal et très profitable pour un hacker, c'est de faire des campagnes de blackmailing de masse et de faire l'usurpation d'identité. Quand vous recevez un email qui vous dit « envoie-moi un bitcoin », bah, si l'email est générique, il y a très peu de chances que vous envoyez un bitcoin. Mais par contre, si cet email contient du contenu personnalisé, votre adresse, votre numéro de téléphone,
bah, je vous garantis que la plupart des gens, ils sont comme ça. Et ils payent beaucoup plus. Le taux de conversion de ces campagnes de blackmailing est beaucoup plus élevé quand on a des informations personnelles qu'on inclut dans ces emails. Et donc, ce qu'on veut, c'est à la fois de la donnée pour personnaliser, mais aussi on veut du volume pour gagner un maximum de dollars. C'est exactement comme la pub. On veut targeter et on veut faire des campagnes sur énormément de gens. Et la meilleure façon de faire ça, c'est pas d'aller voler la donnée chez chacun individuellement, mais c'est véritablement d'aller chercher la donnée là où elle est centralisée, c'est-à-dire auprès des entreprises qui sont les plus successful. Et donc il y a un problème systémique que plus une entreprise va avoir du succès dans le monde digital, plus en fait elle devient intéressante et elle devient une cible pour un pirate, car le ROI d'un pirate informatique est directement corrélé à la quantité de données que possède une entreprise. Si vous êtes une boîte comme Uber, je peux vous garantir qu'il y a des groupes en fait de hacking qui investissent des millions de dollars pour venir vous hacker. C'est certain parce qu'ils vont en gagner des dizaines de millions par derrière. Donc il n'y a aucune solution qui existe aujourd'hui. Et il faut un petit peu voir un parallèle avec ce qui s'est passé à l'époque avec les banques. Bon, ça, je vais zapper. On s'en fout. Hop, tac. En fait, les banques, à une époque, elles se faisaient constamment braquer. Pourquoi ? Bah, elles devenaient populaires, ça devenait un nouveau truc. Avant, les gens, ils mettaient l'argent sous leur tapis, enfin, sous leur matelas. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont ouvert des trucs qui s'appellent des banques. Ils ont dit, venez mettre notre argent dans nos coffres et nous, on va sécuriser votre argent. C'était plutôt une bonne idée, en fait, à l'époque, quand on y pense. C'était beaucoup plus sécurisé. Sauf que les banques, au fur et à mesure qu'elles devenaient populaires, que les gens mettaient de l'argent, elles se faisaient de plus en plus braquer. Un braqueur qui prend le même risque de braquer une petite banque ou une grosse banque, à l'époque, il va aller braquer la grosse banque parce que son retour sur investissement et son retour sur son risque est plus intéressant. Mais elles ont arrêté de construire des murs de plus en plus gros. En fait, au bout d'un moment, ça devenait absurde d'essayer en fait de faire un mur de, je sais pas moi, 50 mètres de large pour essayer d'empêcher quelqu'un qui a de plus en plus de raisons de venir pirater. Non, ce que les banques ont fait pour empêcher le braquage, c'est qu'elles ont arrêté de garder de l'argent dans les coffres. C'est un changement de paradigme total. Elles se sont dit, bon ok, on ne pourra pas empêcher les gens de venir nous pirater, donc on va leur enlever les raisons pour lesquelles ils vont venir nous braquer, c'est-à-dire qu'on va enlever l'argent. Et pourtant, vous pouvez aller à la banque et vous pouvez déposer de l'argent, retirer de l'argent, utiliser une carte de crédit. Mais en fait, ils ont réellement dématérialisé le concept d'argent physique. Et de ce faisant, il n'y a quasiment plus aucun braquage. Et donc, quel serait l'équivalent dans le monde digital ? Est-ce qu'on serait capable finalement d'utiliser tous ces services qu'on a à notre disposition, mais sans jamais que les entreprises qui nous fournissent ces services aient nos données ? Parce que si elles n'ont pas nos données, il n'y a rien à voler. Un gouvernement a beau aller les voir pour leur demander d'ouvrir leur base de données, il n'y a rien qu'ils peuvent faire avec les datas parce qu'il n'y a absolument rien d'utilisable. Et donc pour ça, il y a une technologie qui est absolument clé qui s'appelle le chiffrement homomorphe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas ? Ah, pas mal quand même, d'accord. Ouais, c'est vrai que dans tout ce qui est blockchain et tout, les gens en parlent pas mal. En fait, l'idée du chiffrement homomorphe, c'est qu'on va faire des calculs sur les données chiffrées. C'est un petit peu comme du end-to-end encryption, mais pour des calculs et pas seulement pour transmettre des messages. Donc imaginons qu'on ait une application mobile qui veuille des recommandations de restaurants. Donc traditionnellement, vous prenez votre localisation sur le téléphone, vous l'envoyez à un serveur, j'en sais rien, moi à Google, page jaune, et il vous renvoie une liste de restaurants. Le souci, c'est quoi ? C'est que le prestataire de service qui vous fait les recommandations, il a accès à votre data, mais il a aussi accès à la data de tout le monde, et donc on tombe un peu dans ce pattern de centralisation de données et donc de risque. Avec le chiffrement homomorphe, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une clé de chiffrement sur votre téléphone et vous allez vous en servir pour chiffrer votre géolocalisation localement. Vous envoyez votre géologue chiffré au serveur, donc vous n'envoyez pas la clé au serveur. Le serveur qui vous fait les recommandations n'a aucune idée de là où vous êtes et n'a aucun moyen de déchiffrer la donnée que vous lui avez envoyée. Mais parce que ça a été chiffré avec des nouveaux algorithmes de chiffrement qui s'appellent donc homomorphes, ça a conservé quelques propriétés mathématiques et donc on peut faire des additions, des multiplications. On peut faire du machine learning. En fait, on peut faire tourner des algorithmes sur la donnée chiffrée et produire un résultat qui lui-même est chiffré. Et donc, c'est ça le trick, en fait. C'est que le prestataire de service, il reçoit des données chiffrées, mais il produit aussi un résultat chiffré. Donc, il ne sait pas ce qu'il reçoit et il ne sait pas non plus ce qu'il renvoie comme réponse. Donc là, en l'occurrence, il renvoie une liste de restaurants chiffrés sur votre téléphone. Vous avez la clé, vous pouvez le déchiffrer. De votre point de vue en tant qu'utilisateur, c'est exactement la même chose. Mais maintenant, la personne à qui vous avez demandé des recommandations n'a plus à se soucier de sécuriser vos données, n'a plus à se soucier de localiser vos données, n'a plus à se soucier de protéger votre vie privée. Et moi, je maintiens qu'il ne devrait même plus avoir besoin de se soucier des réglementations non plus.
C'est véritablement en fait une révolution pour le privacy, pour la sécurité des données, parce qu'on s'affranchit totalement du besoin de se poser les questions difficiles de qu'est-ce qu'on doit faire. On s'affranchit totalement du besoin de consentement, parce que tout est fait dans l'espace chiffré. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose en fait d'encore plus grand derrière ça. Parce qu'à partir du moment où on est capable de faire des calculs sur des données chiffrées, c'est-à-dire que les données sont stockées et qu'elles sont processées, chiffrées de bout en bout, et que personne n'a accès sauf vous-même, ben en fait, il se passe un truc assez intéressant. Il se passe un truc qui devient potentiellement un Internet of Computation. Tout le monde parle en fait de décentraliser le calcul, d'avoir des clouds sur les téléphones de chacun qui feraient des calculs pour un dixième du prix. Mais en fait, ça, ce n'est que possible quand vous avez des technologies comme le chiffrement homomorphe qui garantissent que quel que soit l'endroit où la donnée va être analysée, stockée et processée, qu'il n'y aura jamais de risque que quelqu'un puisse y accéder. Ça empêche par design l'accès en fait à vos datas, sauf si vous donnez accès avec votre clé privée. Et donc ma conviction, c'est que ces technos de chiffrement homomorphe qui commencent enfin à marcher, donc ça fait 40 ans que les gens ils essayent de faire marcher ça, ils n'y arrivaient pas, mais là ça commence en fait à marcher, ça va permettre véritablement d'arriver dans un monde où on va pouvoir décentraliser tous les data centers. Et ça, c'est absolument énorme. C'est énorme pour l'écologie parce que c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergétique de ne pas laisser tout un tas de devices qui foutent rien pendant la nuit en train de charger. Mais c'est aussi beaucoup mieux d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue de coût, parce qu'on ne devient plus dépendant de la localisation des données de 3 data centers en France qui peuvent faire tomber Internet. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, on m'a toujours expliqué que le futur ressemblait un peu à ça. Donc ça, c'est une scène du 5e élément, avec du flicage en permanence, avec de la publicité qui essaie de nous faire acheter des trucs quand on n'a pas forcément envie. Mais entre nous, est-ce que ça, c'est vraiment un futur désirable ou pas? Qui a envie d'aller habiter là-bas? Non, on est d'accord, personne. Voilà. Non, en fait, en vrai, quand on demande quel est le moment où vous êtes le plus heureux, quand est-ce que vous vous sentez bien dans la vie? Quand est-ce que tu te sens bien? Hein? Dans ton bain. Ok, bon, j'ai pas une photo de moi dans mon bain après, mais pas très loin. En fait, les gens, ils se sentent bien en général, ils se sentent apaisés, par exemple, quand ils sont en vacances. Et je pense que quelque chose de fondamental dans le monde numérique, c'est d'être capable, en fait, de donner à tout le monde finalement cette paix d'esprit, de ne pas avoir besoin constamment de se soucier de ah, il va se passer ci, il va se passer ça, si je fais ça, il risque de se passer ça, le surveillance, gouvernement. Non. Tout ça, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est à un point d'inflexion où, pour la première fois, on peut imaginer avoir 100% des bénéfices qu'on a, en fait, de tous ces services digitaux sans aucun compromis sur notre vie privée. Voilà, merci.